Il est 7h43 sur BFM Business et sur RMC Live. Notre invité ce matin, c'est Philippe Rivière. Bonjour, vous êtes le président et cofondateur d'ACI Group. Merci d'avoir accepté de venir vous expliquer ce matin dans la matinale de l'économie. Vous n'êtes pas exprimé depuis plusieurs semaines. ACI Group, c'est la société mère d'un ensemble d'une trentaine de PME industrielles qui travaillent pour la défense, pour l'aéronautique, pour le nucléaire civil, des entreprises en difficulté que vous avez repris au fil de l'eau pour constituer un groupe autour de 1300 salariés. ACI a été placé en redressement judiciaire en septembre dernier à la demande de votre associé après un audit qu'il considère lui comme catastrophique. Vous avez donc perdu le contrôle opérationnel du groupe qui est désormais dirigé par des administrateurs judiciaires. Il y a une enquête pénale qui est par ailleurs ouverte contre vous après une plainte au nom d'ACI pour soupçon d'abus de biens sociaux et de flux anormaux de gestion. Hier, événement important, le tribunal de Lyon a décidé de prolonger la période d'observation judiciaire jusqu'au 4 février pour que la holding ACI trouve une solution de financement ou un repreneur viable. Ma première question, vous ne dirigez plus l'entreprise, mais vous êtes impliqué dans la recherche de pistes de reprise de financement. Vous continuez à chercher des fonds. Est-ce que vous êtes le mieux placé pour sauver l'entreprise ? Alors merci Laure pour cet entretien. Aujourd'hui c'est pas ma question, c'est pas mon débat. Aujourd'hui l'idée c'est de trouver effectivement la meilleure solution pour sortir par le haut l'ensemble de cette organisation industrielle que nous avons créée. Un petit peu de rappel quand même parce que ACI veut dire Alliance de compétences industrielles. Aujourd'hui on a une organisation qui est très atypique. C'est aussi pour ça parfois qu'elle a été. Les gens se sont interrogés, se sont questionnés sur l'organisation que nous faisons. Nous sommes les seuls aujourd'hui à pouvoir posséder l'ensemble de la chaîne de valeur. Je m'explique, c'est-à-dire qu'on sait faire le show, on sait faire la maîtrise de la matière première, et aujourd'hui c'est quand même la souveraineté technologique par-delà. Si vous ne maîtrisez pas votre matériau, vous aurez des difficultés à livrer, donc on a cette maîtrise-là, et à la fin on a la maîtrise du froid, donc de la transformation. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a constitué, comme vous l'avez souligné, une organisation qui est capable de livrer l'ensemble des filières de souveraineté. Très souvent aujourd'hui, on retrouve des organisations et des consolidations qui ont été faites par filière. C'est assez rare, une organisation qui est capable de livrer 2 ou 3 filières. Donc mais vous ne répondez pas à ma question, Philippe Rivière. Vous me dites que ce n'est pas votre débat, mais vous cherchez aujourd'hui des pistes pour que le groupe que vous avez essayé de constituer puisse continuer à survivre. Est-ce que vous êtes le mieux placé ? En fait, je veux répondre sur le fait que la question, elle n'est pas me concernant, elle est concernant le groupe, elle est concernant l'ensemble de cette organisation et des 1000 salariés, 1200 salariés maintenant, qui sont derrière cette organisation. Après ma place dans la future organisation, c'est pas mon sujet du moment. Je discute avec un certain nombre d'investisseurs. On verra demain quelle est la place la mieux. Mais est-ce que des investisseurs aujourd'hui vous font confiance ? Est-ce que vous avez des pistes ? Nous avons des pistes, effectivement. Des pistes sérieuses ? Des pistes sérieuses, évidemment. Pourquoi ? Parce que on a démontré pendant ces 3 mois, je pense, premièrement une résilience exceptionnelle, des en tout cas des organes de la procédure, vu je dirais quand même la rapidité de l'ensemble de notre redressement, on a quand même continué à livrer, on a toujours respecté l'ensemble de nos clients. Donc on a démontré la résilience d'un outil industriel. Deuxièmement, la continuité, la confiance de nos clients. Donc aujourd'hui, évidemment, que l'ensemble des parties prenantes, que ce soit le pouvoir public, que ce soit les organes de la procédure, et évidemment nous, on travaille de concert. Il y a aujourd'hui une sérénité qui a été remise au sein du tribunal, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a ces prolongations. Donc aujourd'hui, on est en capacité à aller chercher sereinement des gens qui vont nous accompagner pour sortir par le haut, parce que le désastre serait de sortir par le bas. Alors qui sont ces gens ? Parce qu'il y a une seconde plainte pour escroquerie, faux et usage de faux à l'encontre d'un mystérieux fonds d'investissement, Fortuna. Il devait apporter 82 millions d'euros. C'était des promesses. Là, qui était ce repreneur ? Il n'y a pas eu de suite. Alors, ce n'est pas un repreneur, c'était un investisseur. En effet, alors, la seconde plainte, je ne sais pas, parce que la première, en tout cas, nous, on n'en a pas connaissance. Mais sur la deuxième, Fortuna, effectivement, on peut revenir sur l'origine. Aujourd'hui, on a une difficulté de financer le monde industriel sur la place publique française, et donc on s'est tourné à un moment donné où on cherchait, parce qu'on savait très bien qu'il fallait consolider nos capitaux propres, vers des investisseurs étrangers. On est tombé sur ce fonds qui quand même, je dirais, a été public. C'est quelqu'un qui s'est montré, qui est venu soit dans les ministères, soit dans les événements publics du type le Bourget, etc. Et effectivement, il s'est avéré qu'à la fin, c'était une escroquerie. On l'a subi, on l'a attaqué. Je pense que tout entrepreneur est optimiste et travaille pour le développement. Bon, aujourd'hui, on travaille sur d'autres pistes et évidemment des pistes, je l'espère, franco-françaises,
parce que vous l'avez dit, on est quand même d'abord sur des filières de souveraineté, donc ça serait important, mais évidemment, on n'écarte pas des investissements étrangers, parce que, encore une fois, l'essentiel, c'est de sortir. Mais si je comprends bien, vous êtes fait vous-même escroquer par Fortuna? C'est ça l'idée? En fait, exactement, c'est-à-dire qu'on a cru à ce fonds d'investissement qui apportait un certain nombre de garanties et de gages et qui était présent physiquement, et il s'avère qu'à la fin, il n'y avait pas d'argent. Vous parlez du Bourget. Mi-juin, vous annoncez au Bourget une potentielle introduction en bourse. Vous promettez 10 millions d'euros à une société d'avions électriques. Vous parlez de quadrupler le chiffre d'affaires pour atteindre 800 millions d'euros. Est-ce que vendre du rêve, ça fait partie de la stratégie? Est-ce que vous y croyez vraiment? Est-ce que ça correspond à l'époque à ce qui était possible? Ou est-ce que ce sont des promesses qui engagent que ceux qui les écoutent? Alors, c'est pas du rêve. Je pense que, sincèrement, la consolidation, elle est très importante, et d'autant plus en ce moment. Je vais reprendre encore une fois, excusez-moi, je reviens en arrière, mais à ce moment-là, l'exemple sur lequel on travaillait, c'était Novasco. Je pense qu'encore une fois, cette maîtrise du pôle chaud, du matériau est stratégique pour garantir la souveraineté dans les années futures de notre pays. Il n'y a qu'Aubert & Duval aujourd'hui, quasiment, qui est capable de nous fournir des aciers spéciaux. On travaillait en parallèle d'eux pour faire une complémentarité d'aciers spéciaux avec ce que nous avons déjà, les deux fonderies, la forge et la reprise du laminoir de Novasco. Donc vous voyez c'était pas du rêve, c'était vraiment une construction industrielle. Bon, il s'avère que derrière, on n'a pas pu aller au bout de cette augmentation de capital, ce qui fait qu'on n'a pas pu faire les investissements assurés du type Voltaero que vous avez souligné. Ça n'empêche qu'on a continué à l'aider, et notamment aujourd'hui, je sais qu'il a une solution en Malaisie pour continuer son aventure. Donc voilà, mais on passe encore par des investissements étrangers, c'est ça quand même qu'il faut souligner. Et deuxièmement, vous le soulignez, on était en train de faire une préparation d'introduction en bourse. Et effectivement, du jour au lendemain, on a dû pivoter l'ensemble de notre organisation plutôt pour gérer un redressement judiciaire. Quand Roche Mécatec, qui est dans la Loire, qui fait partie, qui est dans votre groupe et qui a déjà été repris, le délégué CGT parle de sa joie d'être sorti des griffes d'ACI. Il y a d'autres responsables syndicaux qui envisagent carrément une pyramide de Ponzi. D'autres parlent d'une méthode huilée pour dépouiller les outils industriels et aspirer les trésoreries. Qu'est-ce que vous répondez? Alors, c'est très simple. Premièrement, la pyramide de Ponzi, je pense qu'on l'a démontré, on l'a répondu encore une fois avec cette résilience pendant les 3 mois de notre organisation et de l'engagement des salariés qui fait qu'on a livré. Donc c'est une vraie organisation, c'est pas une pyramide de Ponzi. Il y a des synergies qui étaient en cours. On peut prendre l'exemple de Roche Mécatec, qui était quand même une société qui pendant 4 ans était déficitaire, qu'on a supporté, qu'on a porté pour ne pas justement la mettre en redressement judiciaire parce qu'elle livrait les marchés de la défense. Donc c'était aussi une organisation qui permettait du temps long pour faire du retournement, et on a des exemples concrets sur lesquels ça a marché. Et puis troisièmement, ce qu'on appelle le siphonnage d'une trésorerie, c'est la mise en place d'une organisation toute simple qui est une trésorerie de groupe qui permet justement à la fois de supporter les sociétés qui nécessitent du temps pour le retournement et les sociétés qui nécessitent de l'investissement parce qu'elles n'ont pas été faites. Et donc ça, c'est une cohérence de groupe et donc une mutualisation des moyens. Face aux accusations de détournement de fonds, virement suspect, utilisation de fonds de la holding au profit personnel, gestion financière globale de l'entreprise, je laisserai le tribunal juger, c'est pas mon rôle ici. Mais la presse s'est fait quand même le relais d'achats luxueux qui vous donne l'image d'un patron siphonneur de trésorerie pour s'acheter des Porsche. Est-ce que vous avez fait des erreurs? Est-ce que vous avez l'impression qu'on veut vous coller une image de méchant? Alors, est-ce qu'on veut me coller une image de méchant? Sûrement, parce que je dirais il y a quand même depuis maintenant plusieurs jours et plusieurs mois des attaques personnelles régulières. Peu m'importe. Moi aujourd'hui, je suis focus sur mon travail, et qui est encore une fois sauver cette organisation cohérente pour les filières de souveraineté. Derrière, moi encore une fois, je ne suis pas au courant de l'ensemble de ces procédures soi-disant lancées. S'il y en a, on y répondra. Je suis très serein là-dessus. Mais ma priorité, c'est pas moi et c'est pas ça. Ma priorité, c'est encore une fois ne pas faire ce dépeçage qui pourrait être fait par le bas, parce que l'ensemble de ces structures individuelles seront fragiles. Nous sommes face à des défis qui sont colossaux. On doit à la fois travailler sur une marque employeur parce que depuis 20 ans, on a fait une société de service et pas une société industrielle, donc on n'a pas une image extraordinaire et attirante dans l'industrie. On doit à la fois se battre contre la cybersécurité. On doit à la fois être gros parce qu'il faut aller négocier des prix de matières premières, des prix d'énergie. Donc on a tellement d'enjeux devant nous que la taille devient critique. Le problème de fond ici, est-ce que c'est pas justement que c'est impossible ce que vous avez essayé de faire, Philippe Rivière, et que du coup les fonds ils n'existent pas et qu'à un moment donné votre projet il est pas faisable? Il se fera, peut-être avec des fonds étrangers, mais il se fera. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, si on regarde les deux gros entre guillemets de la filière aéronautique, ils viennent de lever 300 et 200 millions d'euros, je crois, aux États-Unis.
Bon, tant pis, c'est un état de fait, mais ça n'empêche que les industries restent en France, les industries continuent tout de même à fonctionner sur notre pays. Moi, ma volonté, c'est de garder les outils industriels sur le pays. Parce que même si on le fait financer demain par un tiers, je sais très bien que si on passe en économie de guerre, ces outils seront sur notre territoire et pourront, je dirais, soutenir l'ensemble des besoins de la nation. Est-ce qu'à la fin, vous dites que votre associé a eu raison de demander le placement en redressement judiciaire ? Ah non, pas du tout. Évidemment qu'on était sur une phase qui était critique, puisqu'on était à la fois sur l'augmentation de capital et à la fois sur l'introduction en bourse. Donc on savait très bien qu'on était sur un palier où il fallait consolider les fonds propres. Sauf qu'en aucun cas, la situation du groupe méritait ce redressement judiciaire. Il y a d'autres procédures collectives qui permettent de travailler sur justement la refonte des dettes des entreprises, comme des conciliations, des sauvegardes. Pourquoi l'a-t-il fait si tout allait plus ou moins bien ? Aujourd'hui, je n'ai pas la réponse. Premièrement, je ne la cherche pas. Encore une fois, je suis focus sur le projet industriel. Je suis focus sur cette, je dirais, ce modèle qui a démontré et qui, justement, on le voit, attire énormément. On a sans trahir de secret, des dizaines d'offres étrangères. Parce qu'ils ont vu cette complémentarité Paul chaud, Paul froid, ils ont vu cette résilience et ils ont vu la cohérence de l'outil industriel. Donc à nous aujourd'hui d'être solidaires, de trouver un bleu, blanc, rouge permettant de rester. Donc vous aurez le 4 février 2026, vous êtes sûr d'avoir une offre de financement, des gens derrière vous, vous êtes confiant? Alors le 4 février, c'est pas un coup près, hein. C'est une nouvelle étape où on se revoit. C'est quand même une date importante. C'est une date importante, mais il y aura d'autres dates derrière. Ça n'empêche que on travaille de concert et encore une fois, nuit et jour et pendant les vacances pour trouver cette solution au plus vite. Pourquoi ? Parce que chaque mois, on a des risques tout de même de perdre certaines structures par le bas. Jusque-là, les structures que nous avons laissées partir ne faisaient pas forcément partie du cœur du réacteur que nous souhaitons conserver. Mais aujourd'hui, effectivement, il y a quand même urgence pour qu'on trouve la solution.